remercie d'être présent. Donc c'est notre deuxième et donc dernier colloque de l'année 2023. Le thème, vous l'avez vu, c'est tout le rapport entre les liens technologiques avec la crise hydrique, les nouvelles technologies, les rapports géopolitiques concernant ces deux sujets. L'actualité que nous connaissons vient se greffer un petit peu sur le colloque aujourd'hui, mais je laisserai le soin à nos intervenants de pouvoir l'intégrer et en débattre. En tout cas, c'est une fois de plus un sujet passionnant. Je dirais que c'est une tradition maintenant dans Menton d'avoir au moins 2 week-ends avec ces colloques qui nous permettent de réfléchir à des grands sujets d'actualité, d'anticiper également sur des préoccupations que nous rencontrerons peut-être dans quelques années. Donc je ne vais pas être plus long, simplement vous dire que, messieurs, merci d'avoir fait l'amitié de venir animer et nous faire connaître par vos talents respectifs et votre expérience aux uns et aux autres ce que nous réservent les années qui viennent dans le sujet dont nous allons débattre. Merci aux élus de la Riviera française d'être présents et aux élus de Menton, bien sûr. Un certain nombre d'élus n'ont pas pu venir, mais sont avec nous par la pensée. Donc, bon colloque. Et puis, une fois que le colloque lui-même sera terminé, le public pourra poser, comme c'est la tradition, des questions. Et ensuite, il y aura des dédicaces de livres à la sortie. Vous avez vu, les stands sont juste installés à la sortie de la salle du théâtre. Merci à tous. Et puis, je vais vous écouter avec attention. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais peut-être vous présenter assez rapidement nos intervenants, des notabilités tout à fait remarquables et d'autant plus remarquables que directement reliées aux études concernant la thématique complètement d'actualité et régionale et peut-être internationale aussi. Donc Olivier Weber, que tout le monde connaît, et vous avez une carrière tellement multiple qu'il est difficile de résumer tout ça, mais disons, je crois qu'on pourrait vous présenter d'abord comme un conteur du monde, au sens journalistique du terme, grand reporter, et qui a réussi, justement, par cette carrière, à faire connaître des choses que le grand public ne pourrait pas connaître. Vous êtes aussi un journaliste très engagé. Voilà, je crois que j'ai assez résumé rapidement cela, et puis auteur de livres que nous verrons plus tard. Pierre Vermeuren, donc historien du contemporain, je crois qu'on peut dire ça, parce que l'histoire se déroule en ce moment, comme on peut le voir, et vous avez particulièrement porté votre regard d'historien sur une région proche, sur, pas seulement ça, mais disons sur le Maghreb notamment. Et puis, donc, où les problématiques de l'eau et des ressources naturelles est extrêmement posée, portée. Et puis, nous avons également un enseignant, au sens noble du terme d'ailleurs, M. Sergueï Kolesnikov, le professeur Sergueï Kolesnikov, qui lui aussi a porté, d'abord, il a une autre qualité supplémentaire, c'est qu'il est, pourrait-on dire vulgairement, le local de l'étape, puisque vous avez enseigné longuement dans les universités, les facultés à Nice. Et vous, là aussi, vous pouvez porter un regard sur la géopolitique et la géopolitique sociale, notamment. Alors, la thématique qui est illustrée particulièrement dans notre région, la problématique de l'eau, notamment, pas seulement de l'eau, mais des ressources, l'accès aux ressources. Bon, les Alpes-Maritimes et la région sont particulièrement concernés par ce genre de problèmes, de problématiques. Et je crois qu'on peut porter d'abord un regard du plus large au plus local, ce qui nous amène à voir d'abord la façon d'appréhender cet ensemble de problématiques sur l'accès vital à ces ressources d'une manière beaucoup plus générale, pour commencer. Et notamment, il y a
un thème qui est revenu souvent dans les études, notamment d'Olivier Weber, c'est qu'on peut aborder cette thématique-là en considérant la stratégie de gestion de ces ressources, non seulement la stratégie globale, mais la stratégie au travers des grands, et y compris dans l'histoire. Donc on peut parler de stratégie d'exploitation ou de stratégie d'accès et de gestion des ressources humaines au travers des empires. Alors je crois que Olivier, c'est ça que vous avez voulu aussi regarder d'une façon plus large, et on s'aperçoit que le regard se porte à ce moment-là, à la fois dans l'histoire et dans la géographie, sur cette gestion. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous, et merci de nous avoir invités, parce que je trouve que c'est une chance aussi pour nous de pouvoir échanger avec vous et entre nous sur cette question donc, des matières premières, des ressources rares, des terres rares, qu'on devrait plutôt appeler les métaux stratégiques. C'est plutôt une déformation d'une traduction de l'anglais vers le français. Et bien sûr, la question de l'eau. Et sur tous ces biens-là, et bien sûr, sur la question de l'eau, personne ne peut être à l'écart, même au fin fond de la Scandinavie. Enfin, tout le monde est impacté, bien sûr, par la question de l'accès aux ressources, de l'accès à ce qu'on appelle les BPM, les biens publics mondiaux, comme l'air, comme l'eau, etc., mais bien sûr aussi à des ressources plus rares. Donc il y a un impact, évidemment, qui concerne la totalité ou la quasi-totalité de la population. Oui, pour répondre à votre question, dans 3 de mes essais, j'ai parlé des néo-empires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un néo-empire? C'est un ancien empire qui redevient un empire, qui n'était plus expansionniste, mais qui redevient expansionniste. Il y en a 4 dans le monde. Il y a la Russie, il y a la Turquie, il y a l'Iran et il y a la Chine. Et on est vraiment dans une sorte de conflagration d'impérialisme nouveau de la part de ces anciens empires qui redeviennent conquérants, on va dire, et soit par le sabre, soit par l'arme, soit par le commercial. Regardez les nouvelles routes de la soie de Xi Jinping, le président chinois, donc, qui était route stratégique qui a été officiellement lancée au moment de l'élection de Xi Jinping, donc il y a 10 ans maintenant, 2013, mais qui avait commencé dans les prémices bien longtemps auparavant, avec, et je pèse mes mots, une paranoïa de la part des dirigeants chinois sur l'accès au départ aux hydrocarbures. C'était à la suite de la première guerre du Golfe de 91. Et vous vous rappelez, il y a eu des tankers pétroliers qui avaient été arraisonnés par les petits bateaux rapides des passes d'Aral, les gardiens de la révolution iranienne. Et ça avait terrorisé les dirigeants chinois. Et c'est ce que me disaient des ministres, des responsables du PCC, le Parti communiste chinois, à savoir qu'on veut tout faire pour éviter évidemment que l'accès aux hydrocarbures soit complexifié, voire rendu impossible pour nous. Que ce soit le détroit d'Ormuz à la sortie évidemment du golfe arabo-persique, que ce soit le détroit de Malacca, vous savez, ce rail maritime qui concerne quand même 40% des échanges maritimes mondiaux, qui passe au large de Singapour, de la Malaisie et de la Thaïlande, etc., etc. Donc les Chinois ont voulu sécuriser comme cela des routes d'approvisionnement. Ça s'est d'abord appelé la stratégie du collier de perles. C'était essentiellement des escales maritimes. Et puis ensuite, c'est devenu aussi comment dirais-je, un acheminement terrestre avec les nouvelles routes de la soie. Les routes de la soie, on en parlera peut-être tout à l'heure, moi j'ai vu ça à l'œuvre de la part des régions chinois donc, dans différents pays. J'étais au Népal il y a quelques mois, mais aussi en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique. C'est 114 pays et c'est 1100 milliards de dollars, donc c'est énorme. Et c'est une sorte de colonialisme sans garde rouge, sans soldats, parce que ça passe évidemment par le négoce, ça passe par le commerce, ça passe beaucoup par la corruption. Et je pense tout à l'heure on parlera aussi de ce que peut faire l'Union européenne. Sachez que l'Union européenne est contrainte par des lois, des règlements, y compris sur la gouvernance, c'est-à-dire grosso modo ne pas pratiquer la corruption. Or on sait très bien que les routes de la soie chinoises pratiquent la corruption à outrance, que ce soit en Afrique, mais aussi en Asie. Et puis la Turquie, peut-être qu'on en parlera aussi tout à l'heure. Et là c'est pareil, c'est plus à des fins néo-impériales, on va dire, de retour à une sorte d'empire presque psychique et inconscient de néo-ottoman, donc l'ancien empire ottoman dont rêve Erdogan, avec une agressivité économique moins violente que la part de la Chine. Bon, en tout cas, ça existe aussi. Donc voilà, il y a une approche géostratégique de ces matières premières, de l'accès à l'eau, bien sûr des métaux rares,
des ressources rares, des terres rares. Là, c'est encore une quinzaine de métaux encore plus précieux que ce qu'on appelle les métaux rares, etc., etc. Donc il y a une vraie politique. Et voilà, pour moi, ce qui m'a toujours paru fascinant, en même temps assez effrayant, c'est l'approche politique de ces néo-empires qui ont un temps politique assez long. C'est-à-dire qu'on gère ça sur 50, 60, 70 ans. Et comme disait l'économiste britannique Keynes, on sera mort à long terme. Mais en tout cas, la pensée politique chinoise, mais aussi persane, donc le temps politique persan, donc iranien, est un temps politique long. C'est pour les Iraniens, c'est du 40-50 ans en particulier. Donc voilà, donc on a déjà modélisé, comme un modèle d'économétrie, tout ce qui est accès aux matières premières pour les temps futurs de la part de ces pays. Et Pierre Vermeuren, je bondis sur une observation à la suite de ce que vient de dire Olivier, sur la région sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, vous continuez à travailler, c'est globalement le Maghreb. Alors comment se positionnent les autorités par rapport à la gestion de ces ressources naturelles et à l'accès de ces ressources, et la redistribution? Oui, alors au Maghreb et sur la rive sud de la Méditerranée en général, je pense à l'Égypte, à la Libye, au Moyen-Orient, à l'exclusion de la Turquie. On est donc dans un autre monde qui paraît loin, en tout cas plus on va vers l'ouest, plus on va vers le Maghreb, on paraît loin des routes de la soie et de l'impérialisme chinois sous ces différentes manifestations. Mais il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, c'était ce qu'on appelait la route des Indes. Parce que la route de la soie, c'est l'inverse de la route des Indes. Les Britanniques ont construit un empire absolument gigantesque du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Pendant 2 siècles, ils ont contrôlé la route des Indes. Et c'était leur obsession parce que toute la politique impériale qu'ils ont menée, de Gibraltar jusqu'au sud de la Chine, concernait le contrôle absolu de cette route des Indes. Et ils ont fait la guerre aux Russes et à tous les peuples de la région, aux Égyptiens, aux Turcs, aux Arabes du Golfe, à l'Iran, à l'Afghanistan, etc., pour contrôler absolument cette route impériale. Donc pour dire que les routes impériales et les politiques impériales mondiales sont très anciennes. Sauf que à l'époque, cette route des Indes, c'était à la fois une route politico-prestigieuse, mais la Grande-Bretagne, elle était possesseur de ces ressources. La Grande-Bretagne, d'abord, elle se nourrissait et puis elle complétait ses besoins avec éventuellement les États-Unis et avant ça avec la France. Elle possédait l'énergie, elle possédait le charbon, elle ne manquait pas d'eau. Elle avait un libre accès aux matières premières, si ce n'est effectivement les matières premières tropicales que lui assurait son empire. Mais grosso modo, elle avait tout ce dont a besoin une économie moderne pour fonctionner, et c'est plutôt des partenaires commerciaux ou des partenaires politiques dont elle avait besoin. Et pour répondre à votre question, le monde a changé. Bon, c'est un truisme. Le monde a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de pénurie. Si la Chine se lance aujourd'hui à la conquête du monde à travers sa route de la soie, c'est qu'elle prévoit, comme tu l'as dit, l'avenir, elle prévoit les besoins. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, elle a des besoins. On sait, par exemple, la Chine a besoin d'énergie. Demain, elle aura besoin... Bon, elle essaye de garder un monopole sur les terres rares et sur ces métaux si précieux qui permettent de construire les ordinateurs, etc. Mais elle va le perdre petit à petit, son monopole. Et sur la route de la soie, elle traverse des régions entières qui manquent de tout. Alors, un mot sur le Maghreb. Effectivement, le Maghreb, c'est une région démunie du point de vue des matières premières. Alors, ils ont du pétrole, effectivement, et du gaz en Algérie. Bon, ça ne concerne ni les Marocains ni les Tunisiens. Il manque d'eau. La démographie a beaucoup cru dans cette région du monde. Il y avait 10 millions de Maghrébins au début du siècle, il y en a 80 ou 90 millions aujourd'hui, et on va à peu près en rester autour de 100. Mais d'ores et déjà, il y a une pénurie d'eau, il y a une pénurie de matières premières énergétiques, mis à part l'Algérie, il y a une pénurie de terres et de métaux rares, il y a une dépendance alimentaire. Et ça, c'est très important parce que la Chine et les grandes puissances, les 4 grandes puissances qui ont été évoquées, ce sont des grandes puissances comme les États-Unis ou l'Europe qui ont suffisamment de biens alimentaires.
Mais la plupart des pays, et notamment les pays arabes et les pays du Maghreb, sont dans une très grande dépendance alimentaire. Les plus grands pays qui dépendent du blé dans le monde, c'est l'Égypte, l'Algérie, et le Maroc, voilà, donc, et l'Irak. Ce sont les pays du Moyen-Orient et l'Arabie Saoudite, bien évidemment, qui ne produit rien dans le domaine agricole. Donc ces pays, ils manquent d'eau, ils manquent de nourriture, ils manquent d'énergie. Où ils vont en manquer parce que l'après-pétrole se dessine. Que font-ils pour prévoir cela? Eh bien, je dirais, il y a deux stratégies. Il y a les monarchies du Golfe qui, elles, savent que le pétrole, on va vers la fin du pétrole. Alors peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais à long terme, le pétrole et le gaz ne seront plus les grands pourvoyeurs de pétrodollars de la planète. Alors ils essayent de se reconvertir. Cette reconversion, en Algérie, elle n'existe pas. Il y a une forme d'insouciance des autorités algériennes qui sont, il est vrai, dirigées par des vieux ou des très vieux messieurs, qui ne se préoccupent pas de cet avenir. Le Maroc est beaucoup plus contraint à, je dirais, un stress, parce que lui, il est d'ores et déjà dans la dépendance. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez avoir une stratégie régionale, une stratégie commerciale, une stratégie d'exportation, de partenariat en fait. Le Maroc a beaucoup, comme la Tunisie, même si aujourd'hui les choses se sont fortement dégradées en Tunisie, mais en tout cas le Maroc pourquoi est-ce qu'il signe des accords avec les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne, Israël, l'Arabie Saoudite, les monarchies du Golfe? Parce qu'il est il est dépendant, et donc pour pallier cette dépendance, il signe ces accords avec des accords d'interdépendance pour essayer de pallier tous les manques qui sont les siens. L'Algérie, pour l'instant, vit de sa rente pétrolière. Ça ne durera pas, mais l'avenir est à écrire. Et c'est un pays qui, du coup, attire beaucoup les Chinois, parce que les Chinois ont très bien compris qu'un jour, il faudra que les Algériens se tournent vers des partenaires, et ils sont d'ores et déjà là. La Chine est déjà le premier partenaire commercial de l'Algérie. Elle est le premier bâtisseur de travaux publics dans le pays depuis plus de 20 ans. Voilà, donc les Chinois sont déjà présents au cœur de la Méditerranée. C'est pas nouveau, mais voilà. Mais alors la Tunisie, ça n'intéresse moins parce que ça n'est pas très rentable. Mais donc vous avez les Chinois, ils sont très pragmatiques, ils s'intéressent aux pays les plus riches et ceux qui ont les ressources. Il est possible que dans le vaste désert algérien, il y ait des ressources rares qui, à l'avenir, se révèlent très, très monétarisables. Alors les ressources rares, l'eau en est une. Je me tourne vers Sergueï Kolesnikov, puisque vos études ont porté, entre autres, sur ces sujets-là, mais davantage dans notre région. Et un autre aspect de nos conversations précédentes, c'est que vous avez porté un regard aussi sur la transmission de ces connaissances-là, sur l'enseignement qui touche à toutes ces recherches et à la stratégie d'accès aux ressources naturelles. Oui, j'ai passé toute ma vie dans l'enseignement. Je suis à la retraite depuis une bonne dizaine d'années. Et bon courage pour ceux qui y sont encore, surtout les professeurs d'histoire, hélas, par les temps qui courent. Mais j'entends... Alors, je suis économiste à la base, donc j'entends dire impérialisme, commerce, pétrole, etc., transition énergétique, c'est le mot à la mode. La première révolution industrielle, c'était à l'époque de la Grande-Bretagne, début 19e siècle, sur le charbon. Mais le charbon est toujours une énergie, et même la Chine en consomme beaucoup, mais c'est même pas que la Chine, c'est l'Allemagne tout simplement, puisqu'elle a voulu se défaire du nucléaire, donc maintenant il ne reste plus que le charbon. Donc le pétrole ensuite, le pétrole, pourquoi le pétrole? Eh bien, on continue de l'utiliser bien sûr. Alors on parle de l'électrique, oui c'est un choix. C'est un choix, pourquoi? L'ADEME, l'agence pour l'environnement, a dit clairement, mais tout le monde le sait maintenant, qu'un moteur thermique pollue autant, enfin qu'une voiture thermique, plus exactement, sur son cycle de vie, pollue autant qu'une voiture électrique. Ce choix pour l'électrique, c'est un choix en réalité, un choix quasiment politique, qui me paraît, moi, proprement désastreux, si vous voulez. C'est à l'époque de Giscard d'Estaing
Donc ça nous ramène déjà dans les années 1970, n'est-ce pas, à une époque où la France était un très grand producteur de métaux rares, notamment en Bretagne, parce que les métaux rares, c'est très difficile à exploiter, et surtout c'est très polluant. Et alors ces années 70 sont ces années aussi où la fibre écologiste a commencé d'apparaître. Et sur le plan de la pensée économique, eh bien, les gens qui gravitaient autour du giscardisme, c'était des cadres supérieurs qui pensaient en termes de voilà, nous sommes devenus une société industrielle avancée, maintenant nous allons vers une société post-industrielle, nous allons laisser la fabrication aux pays qui sont émergents, qui sont en retard, et d'autant plus que c'est polluant. Alors la Chine, pas bête, qui a effectivement, je ne sais plus qui elle l'a dit, mais elle réfléchit à 50 ou un siècle devant, la Chine a dit, eh bien chiche, nous prenons la production des métaux rares en compte, qui sont nécessaires. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que dans une voiture électrique, il y a la batterie, quoi. Et c'est ça qui est extrêmement polluant. La fabrication, vous savez, la batterie d'une Tesla, c'est la moitié du poids d'une Clio. Et ça ne va faire que croître et embellir, parce qu'il faudra que les batteries soient plus performantes. Aujourd'hui, on nous annonce qu'on peut faire royalement 300 km sans recharger. Moi, je m'aperçois quand même que les lignes Antibes-Nice, les bus tombent souvent en panne parce que tout simplement il faut recharger, quoi, hein. C'est aussi bête que ça. Alors bon, pourquoi je dis tout ça? Il y a sans doute des lobbies aussi derrière. C'est un marché fantastique, vous vous rendez compte, si on met à la casse tous ces moteurs à essence et qu'on les remplace par... Mais le pétrole en lui-même, pourquoi n'aurait-il pas d'avenir? Comme toutes les transitions, on change d'économie dominante. Mais le charbon n'est pas abandonné, le pétrole ne sera pas abandonné. D'ailleurs, j'espère que d'ici là, on aura un petit peu un sursaut de raison et qu'on va revenir au moteur hybride. Et alors, les métaux rares, effectivement, les métaux rares, c'est les métaux de la troisième révolution industrielle. On oublie un petit peu ces histoires de révolution industrielle. Moi, quand j'étais étudiant, on me disait, jeune homme, maintenant, les guerres, c'est fini, c'est la guerre économique, nous sommes dans une période de prospérité fantastique. Keynes, dont tu parlais, nous a appris à gérer la demande globale pour éviter les fluctuations trop brusques de l'économie. Mais en réalité, on ne se rendait pas compte qu'on était en train de gérer les possibilités de la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire celle qui est apparue à la fin du XIXe siècle et dans laquelle nous sommes toujours. C'est-à-dire que nous avons un réfrigérateur, nous avons une voiture, nous avons même une télévision, même ça, c'est la deuxième révolution industrielle. Et la crise dans laquelle nous sommes rentrés, d'un point de vue économique, c'est la fin des possibilités offertes par cette deuxième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, elle est là. Ça va faire bientôt 50 ans qu'elle est là et qu'elle nous attend stoïquement. Moi, je disais toujours à mes élèves, voyez, nous sommes aussi bêtes que cette mouche qui vient de rentrer par la fenêtre grande ouverte et elle n'arrive pas à trouver la porte de sortie alors que la fenêtre est grande ouverte. Et nous avons, pareil, la révolution industrielle qui est là, numéro 3. Alors, c'est les robots, c'est les ordinateurs, c'est toutes les possibilités fabuleuses de l'électronique. Et puis, on nous dit que ça sera l'électrique ou la voiture électrique. Mais là, bon, ce sont des choix politiques. Moi, je voudrais aussi dire un mot sur, vous savez, à propos du pétrole. J'ai vécu donc en 73 la grande aventure du Club de Rome. Le Club de Rome qui nous avait... Bon, c'est directement issu de mai 68, été créé en 70. Et puis en 73, il y a le rapport Meadows. Et voilà, le rapport Meadows nous dit, dans 50 ans, alors c'est pile poil aujourd'hui, 50 ans, eh bien dans 50 ans, c'est l'apocalypse. Bon, alors en guise d'apocalypse,
On a marché sur le pétrole à ne plus savoir qu'en faire. On a découvert du pétrole partout, en Afrique, en Amérique latine, la Chine en avait, alors que les vieux marchés, les vieux manuels de géographie disaient qu'elle n'en avait pas. Et avec la fonte des glaces, on va en trouver en Arctique. Enfin, du pétrole, en veux-tu, en voilà. Donc, et qui avait dit tout cela? Eh bien, c'est Dennis Meadows, et c'était un chimiste. Vous voyez, c'était un chimiste. Alors moi, je me méfie toujours de ces experts qu'on laisse parler, mais qui sont experts d'une discipline extrêmement pointue. Je ne le rejette pas, bien sûr, mais enfin, il faut aussi un regard un peu plus large. Moi, je représente les sciences sociales sur ce plateau, c'est-à-dire l'économie, la sociologie et les sciences politiques. Et nous avons chez nous un regard donc suffisamment large pour me laisser à penser que ce qu'on entend à propos du GIEC aujourd'hui et du réchauffement, c'est un peu du même tonneau que les réflexions du Club de Rome. C'est-à-dire qu'on nous parle de consensus scientifique. Allons, mais qui est-ce que vous allez faire rire avec votre histoire de consensus scientifique? Si vous prenez l'histoire des sciences, c'est une histoire où les écoles de pensée se battent les unes contre les autres sans arrêt. Il n'y a jamais eu de consensus politique scientifique sur les questions de science. Et aujourd'hui, j'aime à dire, par exemple, aujourd'hui que les écologistes se retrouvent tout simplement dans la situation de la papauté face à Galilée. Galilée et la papauté, ce n'était pas l'Église contre la science, c'était deux courants scientifiques, la cosmologie de Ptolémée contre la cosmologie nouvelle de Galilée et autres. Or, le pape disait à Galilée, vous n'avez pas de preuves, et c'est vrai, il n'avait pas de preuves. Donc en fait, c'est l'Église qui avait raison dans cette histoire-là. Il n'a pas de preuves. Donc si vous n'avez pas de preuves et vous dites que vous êtes certain, c'est que c'est de la croyance, mais de la croyance, c'est notre domaine. Eh bien, les écologistes aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Ils nous parlent du réchauffement climatique, c'est sûr, c'est certain, etc. On n'a même pas le droit d'ouvrir la parole. Claude Allègre, le contempteur du mammouth, qui s'était affiché comme un petit peu critique, on s'est moqué de lui. Aujourd'hui, on commence à s'apercevoir que la question n'est pas si simple. Vous voyez. Alors je voulais intervenir là-dessus pour montrer un peu l'étendue de la question. Et puis je ne voudrais pas qu'on oublie non plus l'intitulé de notre question. C'est-à-dire, est-ce que ça peut entraîner une troisième guerre mondiale? Alors évidemment, ça fait peur, mais les guerres ne sont pas toujours... On est peut-être déjà dans une troisième guerre mondiale sans le savoir. Elle sera peut-être cyber et non pas nucléaire. Est-ce qu'on y est toujours? Ou bien est-ce qu'on aborde les prémices d'une troisième guerre mondiale sur fond de gestion, de mauvaise gestion des ressources? Les propos qui viennent d'être tenus peuvent déclencher une guerre mondiale, à Paris en tout cas. Parce que là, vous risquez le poteau d'exécution, attention. Non, c'est pour ça que je les tiens ici, ces propos. Oui, voilà, il faut être très très loin de Paris, c'est bien. On est dans une forme de guerre mondiale. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est le combienième événement qui rejoue la tectonique des plaques en Méditerranée et entre une partie de l'islam sunnite et le reste du monde. C'est une forme de guerre mondiale. La guerre froide était déjà la troisième guerre mondiale, je dirais. Donc les guerres mondiales, oui, il y en a plus. Enfin, il y a deux guerres ouvertes internationales extrêmement cruelles. La guerre froide a été une guerre mondiale qui s'est soldée par des dizaines, voire des centaines de millions de morts. Évidemment, il n'y a pas eu le même front que lors des deux premières. Et puis là, on est sur quelque chose qui s'apparente quand même à je veux dire, ça va de l'Inde jusqu'à Paris, en passant par Bagdad, Téhéran. Et on est dans un conflit de très grande ampleur. Et je dirais que ça n'est pas étranger à ce qu'on est en train de dire sur la transition énergétique. Parce que vous dites c'est un choix politique d'opter pour l'électrique contre le pétrole. Absolument. Je pense que c'est un choix politique et dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Ce que l'on sait, c'est que du fait de... Pourquoi est-ce qu'on a cette puissance de l'islam salafiste ou dans ses différentes versions qui s'est développée
depuis 50 ans, hein, depuis les prédictions du Club de Rome, parce qu'il y a eu les chocs pétroliers. Les chocs pétroliers des années 70, en 73 et en 79, ont fait émerger des puissances islamiques nouvelles, dotées d'une capacité d'investissement extraordinaire. On transfère chaque année, enfin l'Occident, et pas seulement, transfère chaque année 1000 milliards de dollars de pétrodollars dans le Golfe. Voilà. Donc des pays à faible... Qu'est-ce que c'était que l'Arabie saoudite en 1970 ? C'était un pays bédouin, chamelier, très pauvre, avec certes des lieux saints de l'islam que l'on connaît, qui étaient déjà là depuis bien longtemps, avec des bases américaines sur la mer Rouge, sur le Golfe, pardon, qui exploitaient des compounds dans lesquels vivaient les ingénieurs américains pour exploiter le pétrole depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était un pays extrêmement pauvre. L'Iran était un vieil empire endormi, très affaibli par le XXe siècle et même par le XIXe siècle d'ailleurs, qui avait été pris en main par la dynastie Pahlavi, que les Américains ont soutenu dans le cadre de la guerre froide pour faire une espèce de glacis face et empêcher les Soviétiques de descendre dans les mers du Sud. Le pétrole et la rente pétrolière à coût de 1000 milliards de dollars par an, hein, alors c'était pas ça au début, mais c'est devenu ça. Ça a permis de construire des grandes puissances islamiques au Moyen-Orient qui ont enrichi leur pays à travers des investissements, qui ont urbanisé la population, qui ont pu gérer l'exode rural et donc urbaniser, construire des villes, etc. et qui ont investi dans le prosélytisme religieux mondial, qui ont investi dans le prosélytisme religieux d'abord au Moyen-Orient, puis ensuite en Afrique, puis en Europe, et finalement une politique mondiale avec la construction de dizaines de milliers de mosquées, de centaines de milliers de mosquées, de recevoir des étudiants, de les former, etc. Bon. Donc cette idéologie salafiste, dans ses différentes obédiences, elle a été financée à la marge par cette économie pétrolière. Et je crois que dans la décision... parce que vous avez dit, vous avez raison, moi je ne crois pas du tout en tant qu'historien non plus aux prédictions, aux prévisions, ni des économistes. Bon, les historiens n'en font pas parce qu'ils travaillent sur le passé, ce qui est un avantage, mais enfin il y a quand même des collègues qui sont obligés de faire des prévisions puisqu'on leur en demande tous les jours. Et même souvent aux historiens on leur dit, bon alors vous qui connaissez le passé, qu'est-ce qui va se passer demain ? Ben, on n'en sait rien, parce que toutes les prévisions se révèlent toujours fausses. Mais maintenant, nous on fait des prévisions en partant des années 70 jusqu'à aujourd'hui, ça va, on arrive à les faire. Donc, si vous voulez, ces pays du Moyen-Orient, ils ont bénéficié de notre politique économique, ils ont bénéficié du tout-voiture. Un chiffre, depuis 1973, la production mondiale de pétrole a augmenté, alors qu'on voulait la réduire déjà, elle a augmenté des 2/3. Hein, on est à 167% de consommation pétrolière en plus aujourd'hui, enfin on est à 167% par rapport aux 100% de 1974. C'est possible que... Et le peak oil, on nous disait, de toute manière, c'est fini, il va y avoir le peak oil, la production va décroître, et puis le peak oil, il était en 1970, puis en 1980, puis en 90, maintenant on le fixe à 2040, voire à 2050, enfin bref. Comme le disait une citation que j'ai lue ce matin assez drôle, l'âge de pierre ne s'est pas terminé parce qu'il n'y avait plus de pierre, et l'âge de pétrole ne se terminera pas non plus parce qu'il n'y a plus de pétrole. Voilà. Donc, je pense que c'est un choix politique. Il y a eu, il ne faut pas oublier, la guerre en Syrie. Il y a eu les attentats en France. Il y a eu les attentats de New York. Il est possible que les Occidentaux veuillent se débarrasser de la dépendance par rapport aux puissances du Moyen-Orient, la dépendance pétro-gazière par rapport au Moyen-Orient. Ça n'est pas dit, mais ça serait un choix rationnel pour essayer d'arrêter d'alimenter finalement cette région qui se transforme finalement, ou en tout cas, comme disent les économistes, dont les externalités négatives sont extrêmement puissantes et meurtrières. Hein. On n'en est plus le djihad syrien, afghan, algérien, irakien. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, et tout ça, c'est alimenté par les pétrodollars. Et la puissance de l'Iran, c'est une puissance pétrolière. L'Iran doit sa puissance aujourd'hui, bon, à l'intelligence de ses ingénieurs, mais avant tout à sa rente pétrolière. Donc voilà, donc je pense que le choix de l'électrique, c'est peut-être aussi un choix géopolitique, c'est peut-être une réorientation et un choix qui n'est pas si bête, même si sur le fond,
parce qu'on cherche à comprendre. Effectivement, si une voiture thermique a la même consommation énergétique au final qu'une voiture électrique, pourquoi tout casser, tout basculer, changer? Alors on nous dit, c'est parce que sinon on va mourir. Bon, alors c'est sûr qu'on dit à nos jeunes, de toute manière, si vous ne faites pas les efforts nécessaires, vous allez mourir. Donc n'ayez plus de voiture, très bien. Mais dans la réalité de la géopolitique mondiale, c'est peut-être un choix, enfin moi c'est une des interprétations que je donne, la volonté de se désengager du Moyen-Orient pour l'affaiblir structurellement et arrêter finalement de nourrir le feu qui nous combat par ailleurs. Là, je reviens Hypothèse. sur votre description de la route de la soie, cet exemple que vous avez pris. Est-ce que justement ce n'est pas la démonstration d'un tout début d'une nouvelle vague profonde de géostratégie, de changement de géostratégie, d'une évolution de ceux qui ont le pouvoir finalement vers la gestion notamment des ressources, puisque toute économie est bâtie sur des ressources. Est-ce qu'on n'est pas au début d'un grand changement? Oui, absolument, parce qu'en fait, les routes de la soie, mais c'est un exemple qui intéresse d'autres pays, enfin d'autres néo-empires, c'est une bataille aussi pour l'accès aux ressources. Alors, encore une fois, c'est de l'impérialisme sans les soldats et qui passe par le négoce et la corruption. Et c'est peut-être aussi dangereux, en tout cas c'est aussi prédateur, pour avoir été en Amérique du Sud, dans certains pays d'Asie et bien sûr au Pakistan ou au Soudan, en Mauritanie encore il y a peu de temps et dans d'autres pays d'Afrique. Et l'Afrique du Nord, je peux vous dire que la prédation est très très forte. Vous parliez de l'Algérie tout à l'heure, l'Algérie, il y a 40 000 soldats, il y a 40 000 ouvriers chinois qui sont là pour faire l'infrastructure routière. En fait, on sait très bien qu'il y a une dépendance énorme avec des prêts à taux zéro, qui sont en fait des prêts à taux d'intérêt déguisés. Au Pakistan, par exemple, il y a un grand port qui est entre Karachi, donc l'ancienne capitale politique, qui est la capitale économique du pays. Je signale, c'est quand même 200 millions d'habitants. Et donc à l'ouest, la frontière iranienne, un petit port qui s'appelle Gwadar, qui a été totalement refait, rénové pour pouvoir accueillir des bateaux en eau profonde de la marine chinoise. Je peux vous parler également de Batikalo et d'un autre port tout à fait au sud du Sri Lanka. Je peux vous parler des Maldives, je peux vous parler de Port Soudan, qui est un port sur la mer Rouge au Soudan, qui sont totalement préemptés par la Chine. Donc il y a une vraie politique agressive. Et il se trouve que sur le Soudan, par exemple, moi j'étais ambassadeur de France à l'époque pour les droits de l'homme, j'étais principalement aux Nations Unies, et j'avais été étonné pour avoir, pour un livre, donc j'avais connu la guérilla donc, du SPLA au Sud-Soudan. Et j'ai été assez étonné qu'en 2011, le Sud-Soudan devienne indépendant et devienne le 193e État aux Nations Unies. Donc j'enquête auprès de mes amis, ambassadeurs, etc. Et j'apprends qu'en fait, il y a deux États qui ont poussé donc le Soudan au nord, donc Khartoum, qui avait donc autorité sur le Sud-Soudan, a accepté l'indépendance. Ce sont les États-Unis et la Chine. Et j'ai appris entre-temps que le Soudan fait partie des 11 pays qui ont, en jargon pétrolifère, on appelle ça les PPP, c'est-à-dire les Proven Potential Possible, c'est-à-dire les réserves potentielles, possibles et probables, les plus fortes au monde, avec l'Arabie Saoudite, avec le nord de l'Irak, le Kurdistan, etc. Et le Koweït aussi, etc. Et en fait, entre-temps, la Chine avait déjà préempté un tiers, 30%, de ce pétrole souterrain, évidemment, non exploité. Donc l'indépendance du Sud-Soudan a été imaginée ou concoctée en partie par la Chine pour pouvoir récupérer un jour le pétrole non encore exploité. Moyennant quoi, un an et demi après, 2013, guerre civile entre les deux ethnies, Nuer et Dinka, qui se partagent donc, le pouvoir au Sud-Soudan, et donc il y a une guerre civile qui a fait 50 000 morts. Mais voilà, c'est cela aussi, les routes de la soie. Je vous donne un autre exemple, c'est que vous avez sur vous deux métaux précieux dans les téléphones portables, entre autres coltan et cassitérite. Coltan, cassitérite, c'est principalement, mais pas que, l'Afrique des Grands Lacs et donc à l'est de la RDC, la République démocratique du Congo. Vous avez un mouvement politique qui s'appelle le M23, qui n'a aucune revendication politique digne de ce nom, qui est une milice qui a été créée, ou poussée en avant en tout cas par la Chine, pour pouvoir avoir accès et sécuriser des mines de coltan et de cassitérite. Donc c'est ça aussi la géostratégie. Et je réponds à ce que disait Pierre aussi tout à l'heure par rapport à la pénurie. On gère la pénurie. En 1900, combien étions-nous sur la planète? Un peu plus d'1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Donc deux pays, l'Inde et la Chine, qui font chacun à peu près 1,4 milliard. L'Inde a déjà dépassé la Chine. On est, on va dire, à un tiers de la population mondiale sur deux pays. Ces deux pays
disent « mais vous avez fait la révolution industrielle en 200 ans. Vous, les pays européens, l'Angleterre, Grande-Bretagne maintenant, la France et l'Allemagne, nous, on l'a fait en 30 ans. Donc n'allez pas nous embêter avec des problèmes de protocole de Kyoto, de traité, de COP21, etc. » Moyennant quoi, évidemment, ce sont des pays extrêmement pollués. On le voit à New Delhi, en Chine, sur le pays du 1,4 milliard d'habitants, vous avez, tenez-vous bien, par jour, dû à la pollution, 4000 morts. Alors il y a l'effet de masse, hein, proportionnellement à la population, ça peut paraître marginal, mais non, pas du tout. C'est un vrai problème de gestion politique pour la Chine. Et alors, quand j'enseignais pendant 9 ans à Sciences Po à Paris, j'avais une étude canadienne qui était fort intéressante, qui cumulait sur des cartes tous les facteurs à risque dans le monde. Alors il y avait les terres asséchées, raréfiées, enfin les terres qui étaient surexploitées, on va dire. Le problème d'accès à l'eau. Il y avait le risque politique. Il y avait la pollution qui en faisait partie, et puis d'autres risques aussi. La disette, c'est-à-dire la quasi-famine pour des populations. Et tenez-vous bien, il y a 2 régions dans le monde qui cumulaient tous ces risques. C'est le Moyen-Orient. Alors, le Moyen-Orient qui partait de l'Algérie, on va dire, jusqu'au Liban, incluant Gaza et Israël, y compris pour des raisons de risque de politique évident, dont on voit la pertinence aujourd'hui depuis une semaine, et puis bien sûr l'accès à l'eau. Et la deuxième zone, c'était la Chine. La Chine, vous n'avez que 13% des terres qui sont cultivables, parce qu'il y a le Xinjiang, la patrie des Ouïghours, il y a le Tibet, il y a donc l'Himalaya, il y a le désert de Gobi, etc. Et donc là aussi, il y a une paranoïa par rapport à la demande alimentaire. La politique de l'enfant unique a fait, alors ce sont les ingénieurs agronomes chinois qui m'en ont parlé, a créé de la part de ces enfants uniques, ça peut paraître bénin, hein, une surconsommation de céréales, donc les cornflakes, voulant consommer comme les Européens le matin au petit déjeuner. L'effet de masse de la part de ces 135 millions d'enfants uniques, surgâtés par leurs parents, avec 20 grammes de céréales ou 30 grammes ou 40 grammes par jour, a totalement influé sur le prix du blé. Donc tout est relié. Et pour répondre aussi par rapport à la démographie, j'ai fait un documentaire pour France 5 qui s'appelle Le défi alimentaire. J'avais été aux Nations Unies, j'avais été à la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome. Et les démographes, les experts agronomes me disaient, devant la caméra, mais on peut nourrir sur cette planète jusqu'à 15 milliards d'habitants. Moi, étant économiste de formation, je peux vous dire que c'est un modèle mathématique d'économétrie. Oui, évidemment, si on cultive un peu plus la Scandinavie, si on rase quelques forêts en Sibérie, etc., mais on ne déplace pas des populations, on ne les emmène pas de poches de disette potentielles à des potentiels d'agriculture surintensifs. Et évidemment qu'on ne peut pas nourrir 15 milliards. Ou alors, si on peut nourrir virtuellement ou potentiellement, il y aura des risques de famine et de disette. Et par rapport à cet accès aux matières premières en général, parce qu'on a parlé de l'eau, on a parlé des métaux rares, on peut parler des grumes également, des bois, et je peux vous dire que la Chine achète, c'est le premier importateur au monde de grumes, de bois non transformés. La Chine achète en masse dans les forêts du 2e bassin de forêt tropicale au monde. Donc après l'Amazonie, c'est la forêt du Congo, c'est la RDC, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et le Gabon. Alors ce qui intéresse la Chine, c'est certes les bois, mais surtout ce qui est en dessous des bois, c'est-à-dire pouvoir exploiter en déforestant les réserves minérales et souterraines de ces pays. Et pour expliquer aussi l'élasticité ou les correspondances en effet domino de la pression, de la tension sur les marchés, y compris au niveau des prix, regardez simplement par rapport aux céréales aussi, l'effet de la guerre en Ukraine. Un pays comme l'Égypte, c'est une des plus fortes croissances démographiques au monde, bien que ça soit un petit peu baissé. On doit être à moins de 3%, mais c'est énorme. 3% mécaniquement, vous avez un doublement tous les 30 ans. Un peu moins même avec les intérêts composés. En fait, l'Égypte, ce n'est pas un pays, c'est une vallée. C'est 1000 km de long sur 4 à 10, 15 km de large, 100 millions d'habitants à 80% sur la vallée du Nil. S'il y a une augmentation du prix du blé, enfin des céréales, on va dire en général, de 10 à 20%, on a modélisé ça également, il y a des émeutes. À Aswan, à Alexandrie, au Caire, bien sûr, etc. Ce qui fait que depuis 1956, ça c'est depuis Nasser, les prix des céréales sont totalement subventionnés, donc absorbés par les aides étatiques au prix de base, on va dire, pour la galette de pain sur le marché égyptien. Il n'empêche qu'avec une guerre comme en Ukraine, ça impacte totalement. Donc il y a une sorte
d'effet global où tout s'insère, bien sûr la pression sur l'accès aux terres rares, l'accès aux matières premières, les hydrocarbures, il faut en parler également, et puis bien sûr l'eau, qui pour moi est une source de tension, non seulement régionale, mais mondiale. On sait très bien entre les pays, comme même si la Syrie est en guerre, entre la Turquie et la Syrie, vous avez des vraies tensions à cause de l'Euphrate en particulier. Ça concerne également pour le Tigre et l'Euphrate, totalement en aval, l'Irak, et donc l'Iran, parce que l'Irak est totalement vassalisé maintenant à l'Iran. L'Irak est un pays chiite à 60%. Entre l'Égypte, le Soudan et le Nil, il y a des grosses tensions parce que, donc en amont, sur le Nil bleu, l'Éthiopie est en train de construire un barrage qui s'appelle le Berg, avec l'aide d'ailleurs de la Chine qui finance à hauteur de 9 milliards de dollars, etc., etc. Donc il y a des graves tensions et je crois que c'est important de parler de géostratégie. Et moi, pour finir, je vais parler d'un gros mot peut-être, c'est le malthusianisme. En fait, quand j'ai fait mes études, il était interdit de la part des professeurs de parler de Malthus, économiste britannique du XVIIIe, qui disait mais il y a une croissance exponentielle de la population mondiale, déjà évidemment, une croissance arithmétique qui sera peut-être en asymptote des ressources naturelles, y compris agricoles. Évidemment, la distorsion va créer des tensions politiques, mais pas que, des tensions d'accès et de division de la rente agricole. On le voit bien sur un pays comme l'Inde. L'Inde, je parlais d'1,4 milliard, sur le seul bassin indo-gangetique qui va, grosso modo, de New Delhi à Calcutta, vous avez 400 millions de personnes. Évidemment, quand on divise un lopin de terre par 3, 4, 5 mâles, et ensuite la génération d'après, pareil, ça devient inexploitable. Donc évidemment, il y a une migration vers les centres urbains. Et Malthus, quelque part, avait raison. Évidemment qu'on est en surpopulation sur la Terre, il faudra gérer le problème de l'accès aux matières premières, le problème de la pénurie potentielle, et peut-être aussi le problème politique, évidemment, de manière générale, de ces tensions régionales, voire mondiales. En redescendant d'un cran, l'accès le plus immédiat, le plus important pour la survie humaine, c'est l'eau. Alors, est-ce qu'il y a une évolution aussi dans ce domaine-là, aussi rapide qu'elle devrait l'être par rapport à l'exploitation des autres ressources ? L'eau, si vous voulez, par rapport au pétrole, aux hydrocarbures, c'est une ressource renouvelable. Mais c'est une ressource renouvelable aléatoire, puisqu'elle dépend des précipitations et du rechargement des nappes et des cours d'eau. Et on voit bien qu'actuellement, ce qu'on appelle le réchauffement climatique, alors c'est très complexe, hein. Par exemple, les gens de mon âge se rappellent que dans les années 80, oui, il y avait des sécheresses terribles en Afrique du Nord et au Sahel. Il y avait eu notamment la grande famine en Éthiopie. Alors c'est vraiment le bout du Sahel, mais c'est quand même la fin du Sahel, ou le début. La grande famine d'Éthiopie vers 1984. Les grands mouvements de population aussi au Sahel, au Maroc par exemple. Le Maroc avait été desséché pendant plusieurs années. Bon. C'était bien avant qu'on parle du réchauffement climatique. On pourrait dire aujourd'hui que c'était le début ou c'était les prémices, etc. Je ne sais pas ce qu'il en est en vérité parce que si ce phénomène est relativement certifié par les faits et par certaines courbes, après le fait qu'il soit anthropique ou autre, c'est une autre affaire. De toute manière, on sait très bien en tant qu'historien qu'il y a toujours eu des variations climatiques. Il y a toujours eu des variations climatiques amples. Par exemple, à l'époque de Louis XIV, on a eu ce qu'on a appelé le mini-âge glaciaire de l'époque moderne, où les rues de Paris se sont retrouvées à certains moments. La Seine a été gelée pendant plusieurs mois, certains hivers, et quand on a dit les loups sont rentrés dans Paris, c'était pas une expression, c'était vrai. Bon. Donc il y a eu des moments très chauds et des moments très froids, et ça, depuis que les Grecs et les Romains ont commencé à écrire l'histoire des humains, on en a des très nombreux témoignages sur les 2500 ans qui précèdent. Bon. Alors, toujours est-il qu'actuellement, on est quand même dans une phase de réchauffement, dont on a les manifestations jusqu'à Menton et jusque dans la région, notamment sous la forme de la raréfaction des précipitations. Mais ça n'est pas quelque chose d'universel. Par exemple, le Sahel, qui était une région très touchée dans les années 80, depuis le début du XXe siècle, les pluies sont régulières, les lacs, comme le lac Tchad, se rechargent,
Et il y a actuellement une croissance de l'économie agricole, notamment au Mali, enfin dans le sud du Mali, dans le sud du Niger, au Burkina Faso, etc., qui n'a jamais été vue depuis le début du XXe siècle. Parce que depuis le début du XXe siècle, les lacs dans cette région diminuaient, les précipitations diminuaient, et depuis 25 ans maintenant, on a à nouveau une agriculture vraiment qui n'a jamais été aussi féconde. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça nous étonne souvent, pourquoi est-ce que les 2 pays aujourd'hui les plus féconds au monde en termes de maternité par jeune femme, c'est le record mondial, c'est justement ces 2 pays, le Mali et le Niger. Alors il y a des raisons culturelles, religieuses, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi parce que depuis 20 ans, contrairement à d'autres régions du monde, et notamment la Méditerranée, qui elle est dans un processus inverse. Au sud du Sahara, les pluies s'accroissent, au nord du Sahara, elles régressent. Et donc, la Méditerranée, il faut bien le dire, souffre depuis le début du XXe siècle. On est rentré dans un processus de restriction. Alors, le sud de la Méditerranée, ça a toujours été des régions semi-arides. Ce n'est pas nouveau. Les colons français en Algérie avaient très vite remarqué qu'au Maghreb, depuis le XIXe siècle, une année, et déjà les historiens avant, une année sur 3 est une année de sécheresse. Bon, c'est pour ça que les Berbères faisaient des greniers à blé depuis toujours, parce qu'ils savaient qu'une année sur 3, il n'y avait pas de récolte, ou en tout cas des très mauvaises récoltes. Mais ces tendances... on voit bien qu'aujourd'hui, cette tendance s'accentue, que le sud de l'Espagne s'est maghrébinisé, en tout cas du point de vue du climat, et qu'il y a quand même une remontée du réchauffement, et notamment sous la forme de la rareté, de la raréfaction des précipitations. Ça entraîne des tensions, parce que ça arrive au moment où ces régions n'ont jamais été aussi peuplées, notamment les régions du sud de la Méditerranée. On le disait, quand Napoléon a débarqué en Égypte, il y avait 3 millions d'Égyptiens, aujourd'hui il y en a 100. Quand les Français ont débarqué en Algérie, il y avait 3 millions d'Algériens, aujourd'hui il y a 45 millions d'Algériens. Donc on comprend bien que même si le régime des pluies, qui est dans ces régions semi-désertiques, semi-arides, s'était maintenu, il y aurait de toute manière un problème. Alors la technologie permet d'éviter les guerres pour l'eau, parce que les guerres pour l'eau, on en parle. Bon, il y a le partage de l'eau en Israël et en Palestine, c'est un débat. Enfin, c'est pas un débat, c'est un thème important. Le partage de l'Euphrate et du Tigre, on vient d'en parler, c'est un motif de contentieux entre la Turquie, l'Irak, l'Iran, etc. Le partage des eaux du Nil, parce que vous imaginez 100 millions d'habitants qui vivent sur un fleuve. C'est vraiment... et on leur dit, bah, c'est pas grave, on va faire des barrages en amont, et puis en Éthiopie, et puis on verra bien avec vous ce qui vous restera. Bon, donc c'est vrai qu'une guerre régionale dans cette partie de l'Afrique n'est pas à exclure, parce qu'il est possible que les Égyptiens ne supportent pas les conséquences d'un barrage qui soit fait sur le Haut-Nil. Bon. Mais grosso modo, il n'y a pas de guerre de l'eau. Il y a des potentiels conflits qui sont résolus parfois par la force ou par la ruse. Bon, mais il y a une diminution de la ressource. Grâce à la technologie, et en tout cas pour les populations qui habitent au bord de la mer, on a vu se multiplier du Golfe jusqu'au Maroc les usines de dessalement d'eau de mer. Les usines de dessalement d'eau de mer permettent aujourd'hui, il y en a une qui vient d'être créée à Alger parce qu'Alger n'avait plus d'eau. Il y a 15 ans, il y avait de l'eau un jour sur 2 à Alger. Le Rif, enfin le Souss au sud du Maroc, ils viennent là de mettre en eau une grande usine pour alimenter la région qui était devenue totalement désertique. En plus, ils ont très mal géré l'eau, donc ce qui fait que la nappe phréatique était à 90 mètres de profondeur, ou 80, ça devenait absolument ingérable. Donc ces usines, c'est ce qui fait vivre l'Arabie Saoudite, de plus en plus l'Égypte, etc. Pour les régions qui sont au bord de la mer, c'est une solution. Et ça accentue un phénomène très ancien du XXe siècle, qui est la migration des populations de l'intérieur des continents vers les côtes. Parce qu'au fond, si l'eau devient le privilège des régions littorales, évidemment, ça va entraîner à l'intérieur des pays des mouvements où ça va accentuer le mouvement de littoralisation, ou que les géographes appellent aussi de maritimisation. Ça ne résout pas le problème des régions continentales.
Ça ne réjoue pas, par exemple, en Algérie. Vous pouvez mettre de l'eau à Alger, mais évidemment, sur les plateaux, il n'y a pas beaucoup d'eau en plus. Voilà. Donc, mais il n'y aura pas de guerre en même temps dans cette région, parce que les populations ne vont pas aller faire la guerre au Maroc pour aller vider ces lacs avec des camions. Hein. Donc, non, il y aura des régions qui risquent effectivement de se vider un peu plus d'une partie de leur population. Mais on voit qu'aujourd'hui, ce problème de la ressource et de la pénurie d'eau, il sera beaucoup plus facile à gérer à Menton que dans le sud, dans le nord du département, parce que vous êtes au bord d'une région, enfin vous êtes une ville littorale. Voilà, donc ça c'est des problèmes de demain. C'est pas forcément la guerre, mais c'est la gestion de la pénurie qui évidemment est très complexe quand il s'agit d'un bien. C'est même pas un bien universel, c'est un bien vital. Bien, on va pouvoir reprendre avec les questions du public ce débat ou découvrir d'autres questions, mais j'aurais voulu peut-être terminer sur un regard vers l'avenir. Vous êtes tous d'éminents enseignants, professeurs d'université. Comment est-ce que vous communiquez ce qu'on vient de dire là? Comment est-ce que vous enseignez? Est-ce que ça fait partie de programme? Est-ce que vous nous faites découvrir totalement, pour ce qui est mon cas, toute cette géostratégie, ce regard immédiat et vers l'avenir? Comment vous enseignez ça? Vous savez, les programmes, c'est le pire qu'il y a dans les lycées. Le désagrément d'être professeur, ce n'est pas d'avoir affaire à des élèves, ce n'est pas d'avoir affaire à des parents, ce n'est pas d'avoir affaire à l'ambiance des lycées, mais c'est vraiment les programmes qui sont mielleux, c'est de la guimauve, c'est plus du savoir, c'est n'importe quoi. Donc on est obligé de sortir un petit peu et d'enseigner presque en cachette. Et je voudrais revenir et insister un petit peu sur ce qu'a dit Pierre et revenir aux réalités économiques du même coup. C'est vrai qu'il n'y aura pas de guerre de l'eau parce que là où les difficultés se trouvent, ce sont dans les pays pauvres qui n'ont tout simplement pas les moyens de faire les guerres. Quant aux pays riches, comme il a été dit, c'est le dessalement de l'eau de mer qui est bien sûr coûteux, mais l'Arabie saoudite dessale 7 millions de mètres cubes par jour, ce qui correspond à 70% de l'eau potable, 90% pour le Koweït, qui n'est pas très pauvre non plus, 42% aux Émirats arabes unis, l'Espagne, c'est 2 millions jour, et puis la réutilisation des eaux usées, bien sûr, mais qui le fait ou qui peut le faire? Les pays riches, Israël, Singapour, Californie, Australie. Il y a déjà 300 millions de personnes qui sont concernées par cette technologie. Par contre, comme le dit le spécialiste Franck Galland dans son bouquin sur la soif, sur les guerres de l'eau, la diagonale de la soif, elle passe par Gibraltar, Maghreb, Moyen-Orient, Inde, Chine, Pakistan. Et là, on a des vraies questions, des vrais problèmes. Je voudrais revenir aussi d'un point de vue toujours économique sur... alors, on n'a pas parlé des semi-conducteurs, quoi. Voilà. Les semi-conducteurs aujourd'hui viennent de Taïwan ou de Corée du Sud. Bon, là encore, c'est un choix. C'est un choix politique. Et même de la part de l'Amérique aussi. On a laissé... C'est au nom de la spécialisation et de la croyance dans les bénéfices du doux commerce, cher à Montesquieu, la division internationale du travail, on s'est laissé piéger par le fait que maintenant, 80% de nos microprocesseurs viennent d'Asie. Mais ça aurait pu être autrement. Ça, il faudra relocaliser. Ça va prendre du temps. Sur les métaux rares, c'est exactement pareil. Je parlais tout à l'heure du giscardisme et des folies de la pensée en termes d'économie post-industrielle. Bon, mais maintenant, on est piégé. Exactement là, comme lorsque l'OPEP nous a piégés dans la crise du pétrole, eh bien, on est piégé par les métaux rares. C'est-à-dire qu'avant de relocaliser, il faudra 10-15 ans pour arriver à le faire. Alors, un petit mot quand même sur ces métaux rares, parce que c'est mystérieux. Bon, d'abord, les métaux rares ne sont pas rares, justement. Ils sont sur toute l'étendue des continents. Il y en a partout. Et c'est
bel et bien un choix de politique économique qui nous a fait délocaliser la production en Asie parce que là-bas, c'est polluant, mais on s'en fiche un peu. Alors, ce sont les Chinois qui se tapent les cancers, les accidents vasculaires, le gouvernement chinois aussi s'en tape aussi, l'hypertension en mangeant, respirant, buvant les rejets toxiques. Tous ces gens-là crèvent de la pollution issue de la production des métaux rares. Il y a un village qui s'appelle Dalahai qui a été surnommé le village du cancer. Voilà. Alors, mais les métaux rares, on en a absolument besoin. Sinon, comme vous le disiez, il n'y a plus de téléphone portable. Sinon, il n'y a plus de F-35 de la Royal, de la American, enfin la flotte de chasseurs américains, parce que d'ailleurs ils s'en sont aperçus un peu tard qu'ils avaient des métaux rares provenant de Chine dans leur F-35. Et alors pour le coup, ils ont fait une exception. Voilà, ben ça c'est splendide. C'est comme l'uranium que les Américains achètent à la Russie. Ah oui, mais là il y en a besoin, donc les sanctions, là il n'y en a pas. Enfin, les sanctions, c'est pour nous, quoi. C'est pour nous qui acceptons de crever la gueule ouverte parce que nous sommes tellement stupides que nous ne voyons pas que l'oncle Sam est en train de nous tondre la laine sur le dos. Dans mes audioblogs, j'ai fait le compte, si vous voulez, entre les navires Mistral que l'on n'a pas livrés à la Russie, ce qui est incroyable parce que la France se déshonore, elle n'a plus une parole, elle n'a plus de parole commerciale. Ensuite, ça a été les sous-marins livrés qu'on devait livrer à l'Australie, 56 milliards d'euros. Ah ben non, ça sera pour les Américains qui, de leur côté, avec les Anglais et les Australiens, font leur petit coup en douce dans l'AUKUS. Après, c'est tous les Rafales, parce que nous avons des avions de chasse qui sont fantastiques, et ça s'appelle le Rafale. Et si on avait voulu construire une Europe, il aurait fallu construire de l'Europe de la défense, et ça passait par, évidemment, les armes européennes, dont nous sommes un des spécialistes. Eh bien non, au lieu d'avoir acheté des Rafales, tout le monde, sauf les Grecs, je leur tire mon chapeau, il faut dire que les Grecs, ils ont souffert lors de la crise de l'euro, tout le monde a acheté des F-35 qui sont de très très mauvais avions, ou du moins pas du tout au point et pas du tout adaptés aux besoins militaires français. Voilà. Alors bon, je ne veux pas trop m'éterniser non plus, la parole doit être donnée à la salle. Il y aurait tellement à dire. Oui, sur la question de la pédagogie et donc la relation des étudiants, oui, il y a une fonction d'information, de sensibilisation, mais ce que je constate, c'est qu'évidemment, là où les jeunes générations sont extrêmement au fait et extrêmement dans la sensibilisation d'ailleurs, et souvent ce sont elles d'ailleurs qui nous informent, et c'est important de faire circuler l'information et de partager les points de vue. Alors sur l'avenir, moi je crois beaucoup quand même au droit international, parce que même si le droit international et les conventions, entre autres des Nations Unies, Convention de Genève, n'empêchent pas les guerres, ils n'empêchent que par des réunions, des conventions, les mécanismes d'examen, les différents conclaves de par le monde, on arrive quand même à tempérer ou à résoudre certaines crises. Pas toutes, mais justement, la question de la tension ou des tensions régionales, voire internationales, à propos des matières premières et de l'accès aux ressources rares et à l'eau peuvent être réglées en partie aussi par le droit international. Après, moi je crois effectivement qu'il n'y aura pas de guerre mondiale ou de guerre régionale importante pour la question de l'eau. Il y aura des tensions, mais il y aura des guerres et des tensions régionales, c'est un euphémisme, pour l'accès aux autres matières premières. Regardez ce qui se passe évidemment avec la guerre en Ukraine, avec évidemment les tensions sur le marché des céréales, j'en parlais tout à l'heure. Mais la Russie a plusieurs atouts dans sa main. Donc il y a évidemment l'arme alimentaire par les céréales, le blocus ou pas la mer Noire. Et ça dépend aussi du bon vouloir d'Erdogan, qui est le maître des détroits, du détroit du Bosphore et du détroit des Dardanelles, avec une convention de Montreux qui date de 1936, qui permet la libre navigation. Mais en fait, en cas de guerre, on peut interdire à certains navires de rejoindre certains ports, etc. etc. Donc cela crée évidemment une tension sur les prix. Et il y a également l'arme du nucléaire civil, c'est-à-dire en fait
la vente du nucléaire civil à des pays émergents, Afrique du Sud, Brésil ou Inde. L'atout également de l'armement, tout simplement. L'Inde est le premier importateur, l'Inde se fournit à 40% de ses armements du côté de la Russie. Et puis bien sûr, l'atout des hydrocarbures, sachant que la Russie, qui n'est pas membre de l'OPEP, est quand même un des premiers producteurs au monde d'hydrocarbures, de pétrole, puisque c'est le pays des 11 fuseaux horaires, le plus grand pays du monde. Il y a la ressource minérale et surtout une capacité d'autarcie, y compris pour la production d'hydrocarbures. Alors après, on parlait des semi-conducteurs. Ça va être l'une des motivations d'une action militaire chinoise sur Taïwan, qui n'est toujours pas reconnue comme étant indépendante, évidemment, par la Chine, qui considère que c'est une province totalement rebelle depuis la fuite de Chiang Kai-shek en 1949 et depuis la victoire de Mao. Mais parmi les paramètres, parce qu'il y en a plusieurs toujours en géostratégie, d'une éventuelle intervention chinoise sur laquelle les Américains sont très très inquiets, il y a bien sûr les semi-conducteurs. Taïwan produit à peu près 55% de tous les semi-conducteurs au monde par une grosse entreprise qui s'appelle TSMC. Si on prend les semi-conducteurs d'élite, donc de haute technologie, ça va jusqu'à 2 nanomètres, et on est en train de faire le semi-conducteur d'1 nanomètre, donc c'est du micro, c'est 90%. Et l'Union européenne, d'ailleurs, s'est aperçue que finalement, elle dépendait aussi de Taïwan et est en train d'essayer de s'affranchir. C'est très compliqué. Les Américains sont en train de faire un deal, et d'ailleurs, Taïwan investit à hauteur de 40 milliards de dollars en Arizona. 40 milliards de dollars, c'est quand même énorme, à travers cette seule compagnie de TSMC, donc en Arizona, pour pouvoir en fait négocier avec les États-Unis donc la pérennité de la vente de semi-conducteurs donc aux États-Unis, mais c'est le composant le plus stratégique aujourd'hui, qui rentre dans les téléphones portables, qui rentre dans l'électroménager, mais aussi dans les missiles, mais aussi dans les avions, etc. Donc personne ne peut se passer de TSMC et personne ne peut se passer donc de semi-conducteurs à base d'un métal dit rare, qui est le silicium. Donc c'est un seul métal rare dont il est question là. Je crois beaucoup à ça. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc cet accès à des matières premières, à des ressources rares ou des métaux rares, effectivement, ça va créer des tensions régionales. Là, je ne suis pas sûr que le droit international peut y résoudre parce que c'est simplement une question de rapport de force. Et il n'est pas certain d'ailleurs qu'une action militaire chinoise, d'après la modélisation par les experts stratégiques américains, puisse réussir. Mais tout va dépendre du bon vouloir, effectivement, des États-Unis pour aider ou pas Taïwan. Bon, il nous reste à remercier nos 3 orateurs et nous tourner vers la salle puisque j'imagine qu'on a la chance de pouvoir poser des questions. Donc on va essayer de voir, je ne vous vois pas très bien, mais on va voir les questions qui vont être posées et profiter de leur présence pour y apporter des réponses parfaitement éclairées puisqu'on vient d'apprendre, enfin pour ce qui est mon cas, énormément de choses que je ne connaissais absolument pas. En dernier lieu, que les microprocesseurs peuvent maintenant être considérés comme l'accès difficile à une sorte de ressource naturelle, en tout cas indispensable au développement et à la survie en quelque sorte. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, merci pour ces interventions. Vous avez parlé des interventions de la Chine en Afrique. Je suis tout au fond. Ah oui, je vois. En Afrique, mais la Chine investit en France. Elle a acheté un certain nombre de domaines agricoles, pour être précis, dans l'Indre, à Châteauroux. Et c'est des milliers d'hectares qui s'exploitent pour nourrir et s'assurer un approvisionnement alimentaire. Aujourd'hui, ça reste à peu près en France. Mais on sait que c'est leur dada le plus important, c'est la crainte de la famine. Quand vous allez en Chine, vous voyez ce que vous mangez. Vous mangez de tout, la peau du poisson, comme la peau du poulet, comme les pâtes. Ici, à Menton, qui est-ce qui mange la peau de poisson ou des pâtes? Donc l'investissement en Chine, il est en Afrique, il est en Amérique du Sud, mais il est ici, en Europe. Oui. Juste. Allô? Oui.
Juste un mot, je ne connais pas les pâtes de poulet particulièrement, mais les Chinois ont une politique vraiment qui s'intéresse évidemment à l'alimentation, mais ils ont une politique globale et leur impérialisme est global parce qu'ils ont une vision mondiale des choses et à long terme. Et ils ont les moyens financiers, humains, de les accomplir. On leur a confié des charges et des missions, comme il a été dit tout à l'heure, dans les années 70-80, les Européens et les Américains ont décidé qu'on en avait fini avec la révolution industrielle, que c'était ringard et qu'il fallait laisser ça aux pauvres et aux peuples du tiers-monde. Les Chinois ont récupéré la mise, puisque aujourd'hui ils produisent 40% de la production industrielle mondiale. On s'en est rendu compte au moment du Covid, on n'avait plus d'aspirine, de Doliprane, de masques, de thermomètres et de rien du tout. Et heureusement que ça n'a pas trop duré. Mais depuis 3 ans, on est soumis au régime des pénuries. Et les gens du bâtiment le savent bien, la durée des commandes s'est considérablement allongée. Donc, ils s'intéressent effectivement aux terres. On n'est pas du tout le pays le plus ciblé, hein, parce qu'ils s'intéressent surtout aux terres en Afrique, dans lesquelles, des pays dans lesquels ils achètent des domaines qui font parfois plusieurs centaines de milliers d'hectares. Ils s'intéressent, parce que les terres, évidemment, pour le sous-sol et pour ce qu'il y a dessus. Alors en Afrique, on a dit tout à l'heure le sous-sol. En France, ils n'ont pas le droit, puisque le sous-sol appartient à la République française. Mais en tout cas, ils s'y intéressent pour les terres. Ils s'intéressent au bois, aux forêts. Vous savez qu'on vend nos chênes aussi, par exemple, aux Chinois. C'est pas pour les manger, c'est pour rentrer dans leur industrie de production dans divers métiers. Ils s'intéressent aussi à tout un tas de matières premières que l'on trouve, et ils ont réussi à monopoliser la production, enfin, pas monopoliser, mais aujourd'hui on pense qu'ils fabriquent à peu près, qu'ils contrôlent la production de plus de 80% des métaux dits rares, qui en fait ne sont pas rares, mais qui sont rares parce qu'il n'y a que les Chinois qui les font. Donc ils ont inventé le concept de métal rare. Alors, quelques exceptions près, parce que il y a certains métaux très importants comme le cobalt, je crois qu'on ne trouve qu'au Zaïre, etc. Mais même au Zaïre, c'est eux qui le font. Une petite incidente tout de même sur cette notion de métal-là. Ils sont rares en ce sens que dans une tonne de roche, il y a 5 grammes à extraire. Voilà, c'est en ce sens-là qu'ils sont rares. Oui, et que du coup, c'est hyper polluant, parce qu'il faut brasser des milliers de tonnes avec de l'eau, de l'énergie, etc., pour les dégager finalement. Ce qui fait que c'est des choses en Europe. On a une très grande hypocrisie en Europe, hein, parce qu'on fait faire ça aux autres. C'est comme le gaz de schiste, on dit ah non, pas ça chez nous. Mais en ce moment, depuis la crise énergétique suite à la guerre en Ukraine, on importe du gaz liquéfié américain qui est fabriqué à partir du gaz de schiste. Comme on dit, on ne veut pas du gaz russe parce qu'on fait la guerre aux Russes, mais si les Russes, dans notre dos, et d'ailleurs on le sait très bien, le vendent à l'Azerbaïdjan, on l'achète à l'Azerbaïdjan, bien qu'ils prennent les terres des Arméniens par ailleurs. Ce qui fait qu'on a un discours, et je dis juste un mot sur la dernière question que tu as posée, sur ce qu'on enseigne à nos enfants. Je trouve qu'on ferait mieux de leur enseigner vraiment des sciences plutôt que de leur enseigner de l'idéologie, parce que l'enseignement malheureusement est très idéologique, et c'est une idéologie gnangnan, et quand même un peu nationaliste. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois mal formés en sciences, ils ont des idées préconçues en termes d'écologie, et ils pensent qu'on est des gentils. Le monde, c'est pas ça. Et la géopolitique, il n'y a pas de gentils, il n'y a que des rapports entre des États qui sont, je ne dirais pas que ce sont des monstres froids, mais ils agissent uniquement pour leurs intérêts. Et nos étudiants et nos jeunes sont très naïfs, très gentils, mais malheureusement, ils sont mal préparés à la violence du monde, et c'est peut-être vraiment, et peut-être le meilleur moyen et le plus simple de les préparer, ça serait de leur faire des sciences de manière assidue. Malheureusement, on a décidé là aussi, puisqu'on n'a plus besoin d'industrie, on n'a plus besoin de scientifiques non plus, et on va le payer cher si on continue sur cette lancée un peu naïve. C'est ça aussi la difficulté de l'accès à une ressource rare, ce qui est l'enseignement, qui est l'intelligence. Une autre question, peut-être, oui. de la salle. Oui. Vous nous avez rassurés sur... là, je suis là, devant vous. Vous nous avez rassurés sur l'éventualité d'une guerre violente à propos de l'eau. Vous n'avez pas encore parlé des migrations dues au réchauffement et donc d'absence d'eau. Et il y a une autre question, je vais en profiter pour vous la poser.
l'eau qui disparaît dans certains lieux, est-ce qu'elle se retrouve ailleurs? Parce qu'à un moment donné, vous avez dit, il y en a au Mali, maintenant au sud, vous avez dit, voilà. Est-ce que globalement sur la Terre, cette eau qui disparaît se retrouve quand même dans certains lieux? Et qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Je vais répondre sur les migrations. C'est certain qu'on est sur un autre tropisme. Vous savez, il y a quelques dizaines d'années, quand il y avait des réfugiés dans le monde, le HCR, que le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, faisait ce qu'on appelle un screening, donc en fait un interrogatoire, y compris d'ailleurs pour les réfugiés venant du Vietnam, qui avaient fui donc les dictatures, qu'on appelait les boat people en grande partie, parce que 300 000 sont venus en France de la région, incluant aussi le Laos et après le Cambodge. Mais il y avait deux critères, c'est est-ce que vous êtes un réfugié économique ou un réfugié politique. Alors évidemment, le distinguo n'est pas si évident, et très souvent les deux sont mélangés. Aujourd'hui, on en rajoute un troisième, et encore une fois, ce n'est pas exclusif l'un pour l'autre, c'est le statut de réfugié climatique. C'est-à-dire on fuit peut-être une pauvreté, mais on fuit aussi la sécheresse, on fuit aussi le manque d'eau, tout ça créant aussi la pauvreté. Donc oui, on sait très bien qu'il y a au moins 20 millions d'Africains qui sont prêts à partir, s'ils le pouvaient, pour fuir les régions du Sahel en particulier. On parlait du Niger tout à l'heure. Le Niger fait 25 millions d'habitants. Dans 50 ans, il sera 45, à peu près 45... Dans 30 ans, pardon. Il sera entre 45 et 50 millions d'habitants. C'est impossible que le Niger puisse alimenter, donc malgré la reforestation partielle des fleuves, des rives du fleuve Niger, puisse donc alimenter la totalité de la population. Pareil pour le Nigeria, bien que ce soit une grande puissance pétrolière, extrêmement corrompue par ailleurs, 200 millions d'habitants. Dans 30-40 ans, 400 millions. C'est impossible. Donc il y aura une poussée migratoire, c'est certain. Et forcément, l'Europe sera amenée à décider la question des frontières, avec des frontières assez molles, on va dire, à l'intérieur de l'Europe et à l'extérieur, avec évidemment, pardon de dire cela, mais c'est en langage diplomatique, on appelle ça des ventres mous, c'est-à-dire d'un côté l'Espagne, de l'autre côté la Grèce. Et les passeurs de migrants, en particulier en Afrique du Nord, quand ils se sont aperçus que la Guardia Civile espagnole était extrêmement efficace sur les pateras, c'est-à-dire les bateaux de migrants qui arrivaient vers l'Espagne, eh bien les passeurs et les trafiquants d'êtres humains, ce qu'on appelle TEH, trafic d'êtres humains, en droit international, puisqu'ils m'en sont occupés pendant 5 ans, eh bien on fait une dérivation par la Libye et ensuite par la Turquie également. La Libye qui est le plus grand hub au monde de trafic d'êtres humains, et y compris malheureusement pour des migrants impératifs non seulement économiques mais climatiques. Et donc l'Europe sera amenée à redéfinir la question de frontières. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière ? Qu'est-ce que c'est que le consensus intra- et extra-européen par rapport aux frontières? Et là aussi, il y a un facteur de tension régionale. Après, voilà, c'est qu'une décision politique, sauf que pour l'Europe, elle est extrêmement difficile à prendre, sachant que c'est qu'une décision collective et consensuelle. Ouais. Sur l'eau, et après je dirai un mot sur les migrations. Sur l'eau, oui, c'est un circuit, l'eau. Donc si elle disparaît de quelque part, vous la retrouvez ailleurs. Voilà, elle ne disparaît pas. Et le niveau de la mer, je veux bien qu'il monte, mais enfin, Menton n'est pas encore sous l'eau. Ça monte très lentement. Ça a toujours varié dans l'histoire, d'ailleurs ça a monté ou ça a descendu, mais l'eau ne disparaît pas. Il y a des régions évidemment qui s'assèchent. Il y a 7000 ans, le Sahara était vert. Apparemment, il n'est plus. Mais vous voyez, donc c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'eau. L'eau est partie ailleurs. Sur les migrations climatiques, il ne faut pas oublier que pour l'instant, ça n'existe pas parce que les migrants qui viennent en Europe, d'une manière officielle ou d'une manière clandestine, et surtout presque d'une manière clandestine en réalité, c'est des gens qui ont payé des milliers d'euros pour venir là. Avec des milliers d'euros, vous achetez une piscine en Afrique, hein, vous n'avez manqué pas d'eau. Donc ce n'est pas une question d'eau pour l'instant. Je ne dis pas que des régions ne vont pas s'assécher ou devenir difficiles à vivre ou à cultiver et que ça aura des répercussions. Mais les répercussions de la grande misère, très souvent, c'est des migrations de proximité. Les gens très pauvres, ils vont pas loin. Et les gens riches vont loin. Et paradoxalement, parce que nous, on a intuitivement, on se dit, on a l'image de l'Africain misérable qui arrive jusqu'aux frontières de l'Europe. Il
n'est pas desséché, cette personne. Après, elle n'a pas de biens, elle n'a pas de fortune, elle n'a pas de famille, elle a peut-être été mal formée, elle a peut-être souffert en voyage. Ça, c'est très bien, ce sont des questions qui existent. Mais ce n'est pas une question d'eau, en l'occurrence, parce que les gens qui viennent ici, encore une fois, le voyage, ça leur coûte la traversée, ça coûte souvent 5, 6, 7 000 dollars ou euros, et il faut que souvent des villages, d'ailleurs, se cotisent pour envoyer quelqu'un, ou alors ce sont des gens qui ont de l'argent et qui partent. Et ce sont souvent les plus lettrés, les plus alphabétisés et les plus aisés qui partent. Hein. Du Maghreb, c'est pareil. Aujourd'hui, ce sont les médecins, ce sont les fonctionnaires qui partent. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand l'immigration était libre, c'était des paysans. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ou alors, ils prennent des bateaux, mais alors il faut qu'ils payent, donc ils ont de l'argent. Voilà. Et par contre, évidemment, le fait que, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la maritimisation, vous avez au niveau de toute l'Afrique un mouvement de migration vers les côtes qui se passe dans l'ensemble du continent. Ça se passe au Maroc, ça se passe partout. Bon, c'est des migrations de proximité. Vous quittez les régions rurales et pauvres pour aller vers les villes et vers les régions où l'activité économique est supérieure. C'est plutôt ça qui risque d'arriver. Alors, on nous cite toujours les Maldives. Bon, c'est sûr que si les Maldives sont sous l'eau, il faudra bien que quelqu'un accueille cette population. C'est tout à fait marginal. Les archipels dans le monde sont très peu peuplés et c'est pas ça qui va faire un gros problème. Bon, par contre, effectivement, si le Nil est coupé et qu'il y a 100 millions d'Égyptiens alors là, ils vont devoir partir. Mais bon, on n'en est pas là. Le Nil n'est pas encore asséché et ne risque pas de l'être, sauf pour des raisons politiques qui seraient que des gens joueraient aux apprentis sorciers en construisant des barrages en amont. Et c'est pour ça qu'il y aurait la guerre. Mais c'est des problématiques qui, pour moi, cette question des migrants climatiques, je ne la vois pas comme le vrai problème. C'est une manière d'illustrer les problèmes, mais... Je voudrais rajouter un mot sur ce que tu viens de dire à propos des migrations, parce que effectivement, actuellement, on nous parle de réchauffement climatique, de surpopulation, de difficultés dans les pays du Sud, et la solution donc serait la prise de conscience chez nous des dégâts de notre mode de vie. Il faudrait freiner la consommation. Elisabeth Borne nous a déjà dit qu'il fallait acheter des pulls à col roulé l'hiver dernier. Maintenant, c'est carrément des... Vous avez vu, on a arrêté l'électricité pendant 50 minutes. C'est les premiers tests. Voilà. Moi, je dis la solution, moi, je voudrais terminer sur une note quand même optimiste. La solution, ce n'est pas la prise de conscience pour freiner les dégâts de la consommation, tout simplement parce que la prise de conscience, elle est là. Les peuples ne sont pas idiots, ils sont parfaitement au courant et cela ne freine rien. Mais comment voulez-vous que ça freine ? Comment voulez-vous vous passer aujourd'hui d'Internet ? Vous voyez, ce ne sont pas des gadgets. Tout le mode de vie s'est redéployé autour de la civilisation de l'automobile, puis aujourd'hui de l'Internet. Or, un seul email... ça parcourt 15 000 km à la vitesse de la lumière et les big data centers consomment plus que le transport aérien, 50% de plus que le transport aérien. Les fameuses éoliennes, elles sont une source de pollution abominable. On balance des millions de tonnes pour les faire tenir debout, ce qui rejette du CO2 en pagaille. Ensuite, elles ont une durée de vie très faible et on ne sait pas que faire des pales parce qu'on ne sait pas comment retirer les différents alliages qu'il y a dedans. Et pour finir, elles ne produisent pratiquement rien parce que c'est toujours, les vents sont intermittents. Donc, c'est toujours pareil. Bien que je sois professeur d'économie, je suis sensible aux réalités idéologiques et politiques. Et là, et en ce qui concerne la réalité économique, je reviens sur la troisième révolution industrielle. La vraie solution, c'est la croissance verte. Il n'y en a pas d'autre. Les écologies, je vais vous dire, moi, quand ils sont apparus, j'avais une vingtaine d'années, hein, et il y a tout de suite quelque chose qui m'a fait tilt. Ils ont dit pourquoi toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'était le titre d'un bouquin de François de Closet. Bon. Non, un organisme qui cherche toujours plus, c'est qu'il est malade. Ah, voilà l'erreur. Ils ont pensé que l'homme était un animal évolué.
Ça, c'est du darwinisme. Mais la preuve que l'homme n'est pas un animal évolué, c'est que l'homme a un esprit. Donc il est un animal, mais pas tout à fait. Donc il n'est pas un animal. Et le propre de l'homme, c'est d'aller chercher toujours plus loin, à dominer la Terre, découvrir les secrets de la nature. Et donc ces gens-là, on a raison de les appeler des Khmers verts, parce qu'ils sont extraordinairement dangereux. Ils veulent limiter l'aventure, l'épopée merveilleuse de la nature, l'aventure humaine. Hein. On a suffisamment de sagesse et d'intelligence pour résoudre nos problèmes. On ne le fera peut-être pas toujours par le droit international, dont je me méfie un peu. Enfin, je vous rappelle quand même que le droit international a été infoutu de résoudre n'importe laquelle des crises tant qu'il y avait la guerre froide. Après, quand il n'y avait plus la guerre froide, que l'URSS était tombée en lambeaux, c'est-à-dire qu'elle avait connu sa crise de 1929 avec la moitié de la production russe en moins, avec le surgissement des mafias, c'est Chicago les années 30 tout le temps à Moscou, eh bien les Américains ont vu ça d'un très bon œil. Bill Clinton a aidé Poivreau, qui était devenu Yeltsin, à tenir le choc. Il a même aidé à faire la guerre de Tchétchénie, à vrai dire, mais ça les gens ne le savent pas parce qu'on ne crie pas sur les toits. Et sitôt, après avoir eu les mains libres, eh bien, qu'ont fait les Américains? Ils ont fait la guerre de partout. Ils ont fait la guerre, ils ont bombardé la Serbie, 78 jours de bombardement non-stop sur les civils. Ils ont fait la guerre en Afghanistan, dont ils ont dû repartir 20 ans après, la queue entre les jambes. Ils ont bombardé l'Irak. Pourquoi? Parce que tel était leur bon plaisir, sans l'accord de l'ONU, en inventant tout simplement des armes de destruction massive qui étaient sorties du génie fantaisiste de la CIA. Le président Trump a dit, en se vantant, que depuis 2001, l'Amérique avait dépensé, ou aura dépensé, si on compte les coûts déjà partis, comme les retraites des vétérans, 8 000 milliards de dollars dans les guerres, Yémen aussi y compris, en laissant au passage 1 million de morts. Alors, quand l'Assemblée générale des Nations unies vote pour condamner ce qu'on appelle l'agression en Ukraine, il faut bien se rendre compte que ce sont les pays alliés politiquement, militairement, diplomatiquement, culturellement, politiquement aux États-Unis qui ont voté comme ça. Et les autres se sont abstenus. Mais les autres, c'est la moitié du globe, tout simplement. Et on ne se rend pas compte que, et les États-Unis en premier lieu, ne se rend pas compte que le monde est en train effectivement de se reconstituer autour de nouveaux pôles émergents, qui vont sans doute leur profiter, mais un monde pacifique, quoi. Hein, l'Amérique, hélas, elle a bien changé. Et pourquoi ne pas avoir détruit l'OTAN alors qu'il n'y avait plus d'agresseurs? Maintenant, l'OTAN est un organisme offensif. Quoi, on va nous traîner pour faire la guerre en Chine, pour faire plaisir aux Américains, qui nous ont raflé déjà 100 milliards de dollars sur les armements. Merci pour ces remarques. On va revenir un petit peu au thème principal et bien sûr donner la parole à d'autres personnes dans cette salle. Pour en revenir au problème de l'eau, j'ai eu l'occasion en Libye de travailler sur un projet à l'époque de Kadhafi d'alimentation en eau à partir de réserves souterraines dans le sud de la Libye. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça, c'est pour toi. Ouais, les eaux fossiles. Les eaux fossiles ont représenté un grand mythe mobilisateur en Égypte et en Libye dans ces années-là, dans les années 70-80. En Arabie Saoudite aussi. En Algérie, on en a parlé, mais ils n'ont pas développé. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est une ressource fermée. Enfin, pour le coup, l'eau ne se renouvelle pas puisque c'est de l'eau fossile. Donc ça a donné lieu à des exploitations qui ont fonctionné, qui ont permis à l'Arabie Saoudite ou à la Libye de produire du blé pendant plusieurs décennies. Mais à long terme,
c'est une solution transitoire. Parce que l'eau, une fois qu'elle est en surface, la plus grande partie s'évapore et donc elle ne se réalimente pas, puisque c'est des régions par définition où il ne pleut pas. Donc, et puis alors actuellement, vous savez, en Libye, on est rentré dans un chaos général et je pense que ces exploitations ont été abandonnées. Ce n'est pas le cas en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, entre-temps, ils ont découvert l'eau, enfin, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'usine de dessalement d'eau. Alors évidemment, on ne peut pas emmener l'eau de la Méditerranée jusqu'à l'intérieur de la Libye. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, en Libye... Médine et la Mecque, à partir de la Scotte. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc, je crois que ça a été un moment important, quand la Libye était riche et organisée, mais depuis qu'elle a sombré dans une forme de chaos, c'est quelque chose qui est dépassé. Peut-être ça reviendra, mais à long terme, de toute manière, ça n'est pas pérenne. Autre question ? Alors moi, j'aimerais savoir comment se fait-il que nous sommes dans une région où il y a beaucoup de soleil, comment se fait-il qu'on continue à payer des charges énormes qui augmentent sans arrêt, et la France commande dans tous ces pays que vous dites, là, et comment se fait-il qu'on ne se sert pas de notre chaleur, de notre soleil, sur le plan du sol et sur le plan des panneaux solaires sur les toits, alors que je sais qu'à Menton, à Belle-Mère, ils ne voulaient pas parce que ce n'était pas esthétique. Comment peut-on parler d'esthétique aujourd'hui alors qu'on paye des sommes astronomiques au niveau des charges aujourd'hui? Et donc, nous sommes dans tout le sud de la France pourrait se dépendre d'elle-même. Je ne comprends pas qu'on en est toujours là. Là, on aborde le problème économique de la gestion locale de l'eau. C'est qu'on paye. Hein. Non, mais je ne suis pas scientifique et voilà, j'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. En revanche, il y a quelque chose qui est assez simple à comprendre, c'est qu'on ne sait pas stocker l'énergie. On ne stocke pas l'énergie. L'avantage du nucléaire, c'est qu'une fois que la machine est lancée, elle est lancée pendant 40 ans ou 50 ans, à jet continu, si je puis dire. Alors qu'une éolienne ou un panneau solaire ne fonctionne que quand le soleil est disponible ou quand le vent est disponible. Et donc, si vous voulez, vous pouvez avoir de l'énergie, d'abord, il n'y en a pas pendant la nuit, dans le cas du solaire, et puis il n'y en a pas pendant une certaine partie de l'année. Alors, comme vous dites ici, donc d'où l'idée actuellement de faire du couplage. Mais faire du couplage avec de l'énergie thermique, c'est-à-dire à charbon ou à pétrole. Donc on imagine que tout d'un coup les éoliennes fonctionnent ou les panneaux solaires fonctionnent et puis la nuit tombe, il n'y a plus d'énergie solaire et donc il faut qu'une centrale à charbon, une centrale thermique prennent le relais. Ça c'est envisageable, mais justement on veut se passer du thermique. Et donc coupler ça avec le nucléaire, ça ne sert à rien, puisque le nucléaire il faut le démarrer, une fois qu'il est démarré ça ne s'arrête plus. Donc la vraie question c'est à quoi sert aujourd'hui, du fait qu'on ne peut pas stocker l'énergie, à quoi sert le fait de produire de l'énergie alternative? Cette question n'est pas résolue. Bien, nous allons garder un petit peu de temps pour que vous puissiez avoir accès aux ouvrages, aux livres de nos amis. Mais auparavant, nous aurions bien aimé terminer avec un regard un peu général et peut-être positif aussi. Oui, donc je vais simplement apporter une touche d'optimisme. D'abord, par rapport à votre question, effectivement, il faut savoir aussi que les panneaux solaires ont un coût carbone, comme les éoliennes ont un coût carbone. Et il est très difficile de recycler les panneaux solaires qui ont une durée de vie de quelques années. On parle de 5 ans. Et voilà. Sur la touche optimiste, je pense que dans les pays du Nord, on continuera à vivre bien, avec une production alimentaire digne de ce nom et répartie à peu près entre toutes les populations. En revanche, après, il faut bien se dire qu'on est dans une surconsommation d'eau et d'électricité. Rien que les téléphones portables, rien que les chargeurs des téléphones portables dans le monde entier nécessitent le fonctionnement 24 heures sur 24 de 3 centrales nucléaires. C'est même pas les téléphones portables, c'est les chargeurs restés branchés, etc. Donc voilà, et tout est à l'avenant. C'est vrai qu'on est dans une surconsommation de matières premières. Bon, on l'a dit tout à l'heure aussi par rapport aux pays émergents qui disent qu'on fait la révolution industrielle en 30 ans.
déjà les 3 milliards d'habitants que représentent ou pratiquement la Chine et l'Inde. Et puis sur consommation d'eau également. Alors, je ne veux pas dire qu'il faudra apprendre à partager, en tout cas, il faudra apprendre à penser intelligemment, sachant qu'évidemment, on est quand même 8 milliards sur la planète. Mais je pense que, et je reviens au droit international, je ne suis pas d'accord sur ce qui a été dit, le droit international peut résoudre des crises, peut résoudre la question du partage, en dehors de guerres qui sont des guerres dues au rapport de force, comme l'Ukraine évidemment, et même les occupations comme certains pays ou certaines régions du monde avec l'annexion du Tibet par la Chine. Le droit international ne peut rien faire, mais en tout cas peut résoudre certains conflits et aussi peut prévenir certains conflits, y compris dus à la raréfaction des matières premières. Et donc ça, je crois beaucoup à l'intelligence de l'homme. L'intelligence de l'homme. Alors après, il y a des bémols évidemment sur l'environnement. Vous savez, c'est Jack London qui disait que l'homme est la seule espèce animale qui tue sa femelle. C'est un propos qui était attribué à ma prof en ethnologie, Françoise Héritier. Non, c'est Jack London qui l'a dit. On pourrait peut-être rajouter que l'homme est la seule espèce animale qui est capable de détruire son nid. Voilà, moi c'est le grand bémol par rapport à la violence du monde, c'est il faut préserver notre nid. La mère nature, c'est important. Je suis toujours ébahi ici de voir des Amérindiens, dont certains sont français. Donc en Amérique du Sud, il y a 400 ethnies amérindiennes, il y en a 3 qui sont françaises pour les Guyanes françaises et qui disent mais finalement pourquoi vous dites l'homme et l'environnement? Ben non, l'environnement ça veut dire que nous on est au centre du monde au-dessus, non, c'est pas l'homme et l'environnement, c'est nous plutôt qui sommes dépendants de cet environnement qui s'appelle la nature. Et ces mêmes Amérindiens vous disent mais moi évidemment je suis Amidala, où je suis Laïwana, ce sont mes noms, mais je suis en même temps le fleuve qui coule à côté, je suis le rocher que vous voyez au fond, je suis l'arbre des ancêtres à droite. Et c'est très beau cette approche par les mains des ancêtres de la nature. Et je crois qu'il faut revenir à ça, au fait qu'on n'est pas permanent, hein, on est là pour un siècle ou à peu près sur Terre, alors que les montagnes sont là pour longtemps, sauvistes, comme disait le philosophe Heine. Et je crois qu'il faut d'abord respecter la nature. Donc c'est ça la note d'optimisme. Il faudra apprendre à gérer un peu mieux, mais en tout cas on vivra encore bien pendant quelques générations. Nous sommes tous les enfants des vallées et des cours d'eau de notre région. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons peut-être passer à un autre exercice, parce que je suis sûr que vous allez devoir signer des autographes. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup au public.